Bonjour à tous, je m'appelle Rémi Larousse et je suis mentaliste. Alors qu'est-ce qu'un mentaliste? C'est un illusionniste qui joue avec l'esprit des spectateurs, qui peut lire dans leurs pensées ou qui peut donner l'illusion qu'il peut lire dans leurs pensées. En réalité, ce que je fais, c'est que j'utilise vos 5 sens pour donner l'illusion d'un sixième. Comment? Eh bien, notamment en détournant votre attention. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça marche? Et surtout, quels enseignements en tirer au quotidien? Dans un instant, je vais vous tromper, je vais induire votre esprit en erreur, mais je vous promets que vous garderez le sourire et l'objectif sera d'en tirer quelques clés pour comprendre comment fonctionne notre attention au quotidien. Et avant de venir, j'ai fait des maths. Il n'y a pas beaucoup de chances que je réussisse l'expérience là que je vais tenter. Il y a une chance, je pense que je ne me suis pas trompé, il y a une chance sur 38 079 précisément, une chance sur 38 079 que je réussisse cette expérience. On va quand même la tenter. Si j'y mets un peu de rationnel, ça peut peut-être fonctionner. Et je vais demander peut-être à quelqu'un de me rejoindre sur scène, quelqu'un pour me rejoindre sur scène. Voyons, il y en a qui se croient à l'abri au fond peut-être. Regardons par ici, regardons par là, et je dirais peut-être quel est... regardez-moi un instant, madame. Regardez-moi un instant. Pensez à votre prénom. Pensez à votre prénom. Christelle. Christelle, c'est votre prénom? Oui, je l'ai lu sur votre badge, Christelle. Venez me rejoindre sur scène, on peut vous applaudir. Venez, Christelle, je vous en prie. Venez par ici, Christelle. Venez par là. Christelle, vous allez vous placer au centre de la scène ici, et j'ai amené un peu de littérature pour vous. J'ai amené quelques livres. Placez-vous ici, Christelle. J'ai amené un livre, un thriller. Christelle, dans un instant, je vais feuilleter le livre, vous allez m'arrêter, me dire stop quand vous le voulez, d'accord? Et je m'arrêterai précisément au moment où vous me dites stop. Approchez-vous un instant, Christelle, allez-y, approchez-vous un instant et dites-moi stop quand vous le voulez. Stop ici, pas avant, pas après, on peut changer, sûr? Je garde les yeux bien fermés. Regardez, disons, le premier mot sur la page. Regardez le premier mot sur la page, Christelle. Il est gravé dans votre esprit. Je ferme le livre est bien fermé, je peux ouvrir les yeux? Parfait, prenez le livre. Christelle, regardez-moi dans les yeux, placez-vous également face au public. Pensez à la première lettre de votre mot, Christelle. Regardez-moi la première lettre. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y. Il y a un Y dans le mot? Il y a un Y dans le mot, n'est-ce pas, Christelle, hein? Mais ce n'est pas la première lettre. Hein. Ce n'est pas la première lettre. Placez-vous ici au centre. Pensez à nouveau à la première lettre de votre mot, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Oh, c'est un L, n'est-ce pas, la première lettre? C'est un L, vous le faites très bien, Christelle. Vous le faites très bien. Et comptez dans votre tête le nombre de syllabes. Dans votre tête, en me regardant dans les yeux. 1, 2... Vous vous êtes arrêté à 2 syllabes? 2 syllabes, il y a un Y, c'est un L. 2 syllabes, rassemblez toutes les lettres dans... oh, ça y est, j'ai oh, c'est un mot, c'est un bâtiment, n'est-ce pas? Vous imaginez un bâtiment, on peut rentrer dans ce bâtiment, mais ce n'est pas assez précis. J'ai un mot en tête qui me vient. Oh, c'est le mot lycée. Lycée, vous confirmez? Oui. Bravo, Christelle, on peut vous applaudir. Lycée, vous pouvez regagner votre place. Merci beaucoup, Christelle, je vous en prie. Par ici... Oh. Il y a monsieur qui pense là-bas qu'il y a les mêmes mots sur chaque page. Hein. Vous y pensiez, monsieur, hein? Vérifiez que les mots sont bien différents sur chaque page. Allez-y, les mots sont bien différents sur chaque page. Et je vais peut-être sélectionner 2 personnes rationnelles et sceptiques. 2 personnes rationnelles et sceptiques pour le prochain exercice. Et je dirais peut-être, je vous en prie, peut-être vous, monsieur, venez me rejoindre sur scène. Et également... Peut-être... quel est votre prénom? Vous avez besoin de lunettes pour lire? Oui. Alors, prenez vos lunettes et venez me rejoindre sur scène. Alors, venez, je vous en prie, on peut vous applaudir. Je vous en prie. Venez tous les 2. Venez par ici. Et votre prénom, vous m'avez dit, c'est Olivier, n'est-ce pas? Olivier, et c'est...
Sophie. Olivier, vous allez vous placer là, c'est parfait. Et Sophie, vous vous placerez là. J'ai amené un roman policier. Pour vous, cette fois-ci, Agatha Christie. Le miroir se brisa. Tous les deux, approchez-vous, je vous en prie, Olivier. Je feuillette. Oh, pardonnez-moi, les mots sont bien différents sur chaque page. Vous confirmez, ça semble improbable, hein, mais je préfère quand même préciser. Les mots sont bien différents? Parfait. Je feuillette. Ah, vous avez besoin de lunettes aussi. Alors, ah bah non, vous avez raison. Mais vous aviez des lunettes hein, tout à l'heure. Hein. Elles sont pas loin. Ok, prenez les lunettes. Ah voilà, elles étaient ok. Vous les aviez dans les mains. Je vais vous demander, je vais feuilleter le livre. Olivier, vous m'arrêtez, vous me dites stop. Je ferme les yeux. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de triche. Vous me dites stop quand vous le voulez. Stop ici. Mémorisez le premier mot sur la page. Est-ce que vous l'avez en tête, le premier mot? Et mémorisez également le premier mot sur la page de droite. Vous l'avez en tête? Il est gravé dans votre esprit? Parfait. Olivier, je vais essayer de deviner votre mot dans un instant. Depuis votre place, vous pouvez regagner votre place tout en pensant à votre mot. Projetez une image mentale du mot, visualisez-le sur un écran blanc et je vais essayer de deviner votre mot, n'est-ce pas? Oh. C'est un petit mot, n'est-ce pas hein? C'est un petit mot. Et attendez, il y a un N dans votre mot. Et vous le faites très bien, vous êtes rapide vous. Hein. C'est un petit mot, il y a un N dans votre mot, je vais essayer. Si ça ne marche pas, nous réessaierons, n'est-ce pas hein? Un petit mot, il y a un N dans votre mot. Ok, je crois que le mot auquel vous pensez, c'est le mot Nord. Le mot Nord... Comment? C'est pas le mot Nord, mais c'est... Ah, mince. C'était un petit mot, il y avait la lettre N. Et c'était quoi le mot auquel vous pensiez? Pion. Pion. Le mot pion. On va en parler dans un instant. Ce qui est important, c'est de changer notre perspective sur l'attention. Vous avez dit le mot pion. Regardez, je prends le mot Nord ici. Je le tourne légèrement comme ceci, je le tourne légèrement, je place le point et ça fait le mot pion. Merci beaucoup, on peut vous applaudir. Je vous en prie, vous pouvez regagner votre place. Merci beaucoup. Merci de m'avoir aidé, je vous en prie. Alors, que s'est-il passé ici? Je voudrais m'arrêter un instant sur ce que nous venons de vivre pour évoquer avec vous une faille de notre cerveau. Une faille que j'utilise en tant que mentaliste pour vous surprendre, pour vous étonner, mais qui est un piège dans lequel on peut tomber fréquemment au quotidien. Je vous ai annoncé que j'étais mentaliste, souvenez-vous. Vous saviez que j'allais tenter de vous étonner, de vous surprendre. Vous étiez attentif à mes gestes, et pourtant je pense que vous n'avez pas perçu le secret, ou pas complètement. Que faut-il en conclure? Eh bien, tout simplement que notre capacité d'observation est limitée. Parfois, on croit voir, mais on ne sait pas observer. On retient ce qui nous semble important, mais on met de côté l'essentiel. Souvenez-vous, par exemple, quand j'ai essayé de deviner le premier mot penser, n'est-ce pas? Je vous regardais dans les yeux, madame. Et je récitais l'alphabet A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Oh, il y a un C, n'est-ce pas? Il y a un C dans votre mot. Et vous vous êtes peut-être dit, tiens, ça doit être une technique qu'il utilise. Il récite l'alphabet en regardant la spectatrice dans les yeux parce qu'il observe ses réactions non verbales. Et peut-être parce qu'il lui demande de penser au premier mot sur chaque page, peut-être qu'il a mémorisé un certain nombre de mots et par déduction, il arrive à trouver le mot penser en fixant son visage et en repérant des micro-expressions. C'est une solution possible, n'est-ce pas? Mais n'est-elle pas trop évidente? En réalité, en vous focalisant là-dessus, vous avez manqué d'autres éléments importants qui vous auraient peut-être permis de comprendre le secret de cette expérience. Et ce secret, c'est que Non, malheureusement, je ne peux pas vous le donner. Je ne peux pas vous le donner, mais le plus important, ce qu'il faut retenir, c'est ce dont j'ai parlé ici, ce piège de l'attention sélective. Notre attention est sélective. Et c'est à cause, par exemple, de l'attention sélective qu'en entreprise,
on ne parvient pas à distinguer les bonnes idées, vous savez, au sein de notre organisation, qui pourraient plus tard devenir de belles innovations. C'est aussi à cause de l'attention sélective que parfois on ne voit pas arriver de nouveaux concurrents qui vont bouleverser notre marché, les Uber de notre métier. Même chose lors d'un rendez-vous avec un client ou un collègue. On se concentre parfois trop sur le contenu de notre message plutôt que d'être attentif à la personne qui reçoit ce message. Or, si on fait un pas de côté, si on se soustrait aux ornières de l'attention sélective, que voit-on? La posture de notre interlocuteur, son non-verbal, le rôle de chacun à une table de négociation, par exemple. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'attention sélective, au quotidien, elle nous est utile. Elle nous permet finalement de mieux traiter une information sur laquelle nous nous focalisons. Mais le pendant de cela, c'est qu'on en devient aveugle à ce qui est autour. Et ça, en tant que mentaliste, en tant qu'illusionniste sur scène, je vais l'accentuer. Je vais fragmenter votre attention. Comment je vais fragmenter votre attention? Notamment en créant ce qu'on appelle des cadres attentionnels. Ces cadres attentionnels, ils vont jouer sur ce que vous allez retenir et ce que vous allez oublier. Je m'explique. Vous vous souvenez peut-être du moment où j'ai feuilleté le livre et où le spectateur a dit stop. C'est un premier cadre attentionnel. Vous vous souvenez peut-être du moment où j'ai révélé le mot penser avec l'ambigramme pion et nord en jouant l'hésitation et l'erreur. C'est le deuxième cadre attentionnel. Ça, vous l'avez mémorisé. Mais ce qui était hors du cadre, vous l'avez oublié. Peut-être le moment où avant de refermer le livre, j'ai regardé discrètement le premier mot sur la page sans l'appuyer avant de le révéler. Et en entreprise, je pense que l'enjeu est le même aujourd'hui. Notre attention est de plus en plus fragmentée. Non seulement on est sursollicité par la masse d'informations que nous recevons, et ça c'est le digital, la révolution digitale qui a amené ça, mais en plus au quotidien, notre attention est de plus en plus fragmentée, nos journées sont des successions de petits moments, et il y a un exemple qui ne trompe pas, vous savez quand on ferme l'ordinateur le soir, on a toujours 6 ou 7 fenêtres d'email ouvertes, on a commencé à taper les messages mais on ne les a toujours pas envoyés. Et je pense que cette attention fragmentée, elle peut fausser aussi notre relation à l'autre. Lors d'une réunion avec un client ou un collègue, le simple fait de poser son smartphone sur la table envoie un message clair à votre interlocuteur. Vous acceptez que votre attention soit détournée par une notification, un SMS ou un email. Et finalement, parce que au quotidien, notre attention, elle est sélective et qu'en plus de ça, elle est fragmentée, je crois que l'enjeu, à chaque fois qu'on arrive au bureau le matin, l'enjeu, c'est de se poser la question, quel va être l'objet de mon attention aujourd'hui? Sur qui et sur quoi je vais prêter consciemment mon attention, parce que si je ne fais pas ce choix conscient, quelqu'un d'autre va le faire à ma place. Souvenez-vous, c'est finalement en définissant les contours de notre cadre attentionnel que vous allez décider également ce que vous allez retenir et ce que vous allez oublier. Et avec ce type de questionnement conscient, l'objectif, c'est d'être finalement un peu plus attentif à notre attention. Et d'ailleurs, je me rappelle que je n'ai pas deviné le mot de monsieur. Je pense qu'on va peut-être enchaîner sur les questions. Je ne sais pas si vous l'avez toujours en tête. Il est gravé dans votre esprit. Bon, je ne vais pas le révéler, mais levez-vous un instant. Restez où vous êtes. Est-ce que vous pouvez crier, que tout le monde l'entende bien, le mot? Dites-nous. Criez-le. Le mot? Le mot globe. Vous l'avez vu sur le livre ou vous pensez l'avoir vu? Vous l'avez lu sur la page, vous en êtes sûr? C'est important parce que, vous pouvez vous asseoir, c'est le mot globe, hein, merci. Souvenez-vous qu'il y a parfois des informations qui passent inaperçues, mais qui sont importantes. Vous avez pensé au mot globe. Je disais qu'il y avait une chance sur 38 079 de
réussir cette expérience. Une chance sur 38 079 de penser au mot globe. Vous avez été formidables. Merci à tous et merci de votre attention. Merci. Merci Rémi. Je vous propose de vous tourner vers votre voisin ou votre voisine, d'échanger sur ce que vous venez d'entendre et ensuite on fera passer les micros de façon à ce qu'il puisse y avoir 3 ou 4 questions qui viendront illustrer ces propos et auxquels Rémi se fera un plaisir de répondre. Voilà, quelques minutes avec votre voisin pour échanger sur ce que vous venez de vivre. Peut-être une première question. Et c'est juste là. Bonjour Martine. Bonjour. Je voulais savoir si on est mentaliste ou si on apprend à devenir mentaliste. Alors, on peut faire un sondage. Qui pense qu'on est mentaliste? Levez la main. Levez la main. Qui pense qu'on est mentaliste et qui pense qu'on apprend à être mentaliste par curiosité? Ok. Non, on est mentaliste, c'est un... Non. En fait, c'est une technique, ce sont des techniques. Le mentalisme, c'est un art du spectacle. Et on est, on va dire, les cousins des magiciens ou des illusionnistes. Donc tout mentaliste est d'abord un magicien. D'ailleurs, on a parlé ensemble de détournement d'attention. Et ça, le détournement d'attention ou la direction d'attention, c'est un outil que les magiciens utilisent beaucoup. Mais en plus de ça, pour créer cette illusion de lecture de pensée, on va rajouter en fait un bagage de connaissances sur les probabilités, sur la mémorisation, sur la psychologie, les biais cognitifs. Et donc c'est finalement ça, avec des techniques de magicien, qui donnent cette illusion en fait de mentalisme, enfin de lecture de pensée. Et ce qui est important, c'est que le détournement d'attention est aussi à la base, ce dont on a évoqué, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, à la base de la discipline aussi. Ouais. Ouais. Une autre question? Là-bas, peut-être. Bonjour. Le micro arrive. J'ai une voix plus forte. Mieux. Je voulais savoir comment vous adaptez ça en entreprise justement, parce que là ça fait un petit côté un petit peu chaud. Je reste sur ma faim. Vous avez raison, parce que 10 minutes c'est court. En fait, ce qui est intéressant avec le mentalisme, ce n'est pas en fait comment ça marche, les trucages, parce que les techniques sont simples, c'est pourquoi ça marche d'un point de vue psychologique et qu'est-ce que ça révèle sur le fonctionnement de notre cerveau. Donc quand moi j'interviens en entreprise, que ce soit en conférence ou sur des ateliers d'une journée, de 2 journées, le but c'est de ne pas en sortir en étant capable de deviner un mot dans un livre ou les points d'un dé, parce que ça va nous servir à rien du tout dans notre vie quotidienne. C'est surprenant sur une scène de théâtre, mais ce qui est intéressant, c'est d'utiliser ça pour prendre conscience en fait d'éléments, de pièges par exemple, mentaux, de biais cognitifs dans lequel on tombe en entreprise, par exemple sur les prises de décision, les erreurs qu'on peut commettre lorsqu'on veut lancer une innovation et que finalement on n'est pas sur la bonne perception du marché ou du client. Et donc finalement, pour moi c'est un outil qui permet de manière décalée d'aborder des thèmes comme l'attention, comme l'innovation, comme la prise de décision, par exemple, tous les biais cognitifs, tous les pièges de la pensée et toutes les erreurs de jugement qu'on peut rencontrer quand on prend une décision seul ou avec son comité de direction, eh bien les mentalistes vont l'utiliser sur scène, là pour surprendre et finalement les voir en action. Je pars du principe que c'est toujours plus... et les décrypter après, c'est plus intéressant que de faire peut-être un exposé classique et formel. Donc voilà, c'est vraiment un outil, on va dire, un peu original de formation. Quoi. Voilà. Bonjour. Jusqu'à présent, ça allait bien et là, je me sens un petit peu énervé. Je comprends rien et j'aime pas ne pas comprendre. Alors, je ne peux pas sortir de cette salle sans que vous nous délivriez au moins une partie du secret. Ah. Et vous allez me séquestrer, c'est ça? Voilà, soit on va vous séquestrer, soit on va faire quelque chose. Je vais tenter une question parce que oui, ça m'interpelle. Et je pense d'ailleurs que pour bien comprendre l'application en entreprise, il faut essayer de comprendre ce numéro. Ma question, c'est la suivante. Est-ce que vous aviez des mots bien définis et toute l'illusion réside dans le fait que vous nous laissez croire qu'on est libre?
ou alors c'est autre chose? Alors effectivement, c'est deux hypothèses qui peuvent venir. On peut se dire, tiens, on pense à un mot aussi. Là, on est un peu plus sur du problem solving, hein, sur comment finalement on va démonter un problème, mais ça on peut, et comment on va essayer de trouver la solution. Soit on peut se dire, il essaie de déduire en fait les mots auxquels la spectatrice ou le spectateur pense. Soit on se dit, bah tiens, il arrive à forcer finalement un mot et à nous faire penser à un mot. Ça peut être effectivement l'un ou l'autre. Il y a eu un proverbe, il y a une citation d'Oscar Wilde qui dit « Entre deux solutions, choisissez toujours la troisième ». Donc c'est pas forcément l'une ou l'autre, c'est certainement peut-être l'une et l'autre, et on va alterner ça. Mais ce qui est important de retenir ici, c'est que finalement, que ce soit la première technique, la deuxième ou la combinaison des deux techniques, ça se base toujours sur une direction de l'attention et un détournement de l'attention. Et pourquoi finalement il y a un peu cette frustration de ne pas comprendre? Parce que finalement votre attention a été fragmentée tout au long en fait du numéro, et finalement c'est aussi ce qu'on vit au quotidien en entreprise. On est de plus en plus interrompu quand on veut bosser sur un rapport d'une heure, on n'arrive pas à se poser une heure. Moi j'ai des clients en fait qui vont dans des espaces de coworking, qui sortent en fait de l'entreprise et qui vont dans des espaces de coworking à côté de chez eux pour avoir une journée tranquille, parce qu'ils sont toujours interrompus par des problèmes ou par les équipes qui les sollicitent. Et je pense que un des enjeux, je pense que ce que j'ai fait sur scène en fragmentant votre attention, on le vit au quotidien. C'est un problème, je pense aujourd'hui pour les dirigeants, dans la manière de s'organiser, de prendre des décisions, et d'où l'importance finalement d'avoir conscience en fait et de décider consciemment le matin en arrivant au bureau, en se disant sur qui et sur quoi je vais porter mon attention, parce que finalement si on ne fait pas ce choix conscient, eh bien quelqu'un d'autre ou quelqu'un d'autre le fera à notre place, quoi. Voilà. Oui. Ah, il y a une question ici. Merci. Si on voit facilement ce à quoi on croit, est-ce que vous pouvez nous donner quelques clés pour voir aussi ce à quoi on ne croit pas? Alors, je suis en train de processer la question. Ce que vous dites, c'est... Ouais, ce que vous dites, c'est... Alors, ouais, je répondrai, alors là c'est un autre concept, mais c'est vraiment lié à ce qu'on a vu là. C'est ce mécanisme, ce qu'on appelle des fausses confirmations. Quand on croit ce qu'on voit, c'est qu'on va finalement, on a une intuition, on a par exemple, on sait qu'il y a une tendance, on a l'impression qu'il y a une tendance qui va bouleverser notre marché en tant qu'entrepreneur ou dirigeant. Et on a cette intuition, et finalement, on va naturellement aller chercher les preuves, les éléments qui vont confirmer cette intuition, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et ça, parfois, on a raison de le faire, parce que cette intuition s'avère être clé pour le futur de notre entreprise, et parfois, ça nous mène dans une impasse. Parfois c'est une mode, ou parfois, en fait, on se dit, c'est dans 1 an, alors qu'en fait, le marché va être mature dans 4 ans. Et donc on va se raconter une histoire en allant chercher les preuves qui vont confirmer cette idée initiale. Et donc finalement une des clés, un des outils par exemple que je peux vous donner, c'est ce que j'appelle faire l'avocat de l'ange. On fait souvent l'avocat du diable. Un petit outil très simple, c'est de faire l'avocat de l'ange. Quand vous avez une intuition sur une tendance qui va bouleverser votre marché, vous allez chercher toutes les preuves qui vont dire « Ah non, moi, il faut que j'aille sur l'intelligence artificielle parce que mes clients veulent ça demain. » Avant de prendre une décision, faites cet exercice de l'avocat de l'ange. Vous prenez en fait la tendance que vous rejetez naturellement et vous faites cet exercice conscient en vous disant « Bah tiens, je pense que cette tendance-là, elle ne va pas marcher, je pense que c'est plutôt celle-là. » Eh bien, pour la tendance qui ne va pas marcher, vous allez chercher toutes les preuves, tous les éléments qui finalement pourraient indiquer que ça va être plutôt cette tendance qui va l'emporter plutôt que l'autre. Et c'est vrai qu'il y a cet exercice pour éviter ce piège
se raconter une histoire en allant naturellement chercher les éléments. Il faut prendre finalement les tendances auxquelles on ne croit pas, et il faut faire ce même exercice aussi, conscient, en disant, tu vois, c'est quoi tous les éléments qui pourraient finalement faire fonctionner cette tendance, et après décider en connaissance de cause. Je ne sais pas si c'est clair. Une dernière question, excusez-moi, il y en a une au fond, mais vous pourrez aller voir Rémi après la rencontre. Bonjour, j'ai une question un peu similaire à la précédente. Vous êtes ici? Oui. Bonjour. Bonjour, une question un peu similaire à la précédente, mais peut-être en voyant de l'autre côté du miroir. Est-ce qu'on peut, dans une négociation ardue, se faire abuser par quelqu'un de votre expérience, où on peut être manipulé? Je suppose. Comment on peut détecter aussi qu'à un moment, la négociation nous glisse dans les mains et parfois on sort avec un élément de frustration? Est-ce que c'est possible qu'on tombe sur quelqu'un qui connaît tellement bien la technique qui peut en abuser de manière malhonnête intellectuellement? Ouais, je pense alors que on n'a pas besoin d'être mentaliste forcément pour se faire abuser en négociation. Il y a des techniques de communication, c'est toujours pareil, quelle que soit la technique, ça dépend de l'éthique que vous mettez, que vous mettez dedans. Après, c'est vrai qu'il y a des mécanismes en fait de manipulation qu'on peut détecter. Il y a des grands classiques que vous connaissez certainement sur les techniques de manipulation, le pied dans la porte, je pense par exemple à l'ouvrage Petit traité de manipulation qui a été un best-seller mondial. Donc ça, c'est vrai que ça va au-delà en fait du mentalisme. Après, c'est vrai que certains éléments, par exemple dans une négociation, le fait de travailler avec ces cadres attentionnels, eh bien, ça peut aussi nous permettre de penser finalement un peu différemment la négociation. En se disant, tiens, j'ai une négociation de 2 heures, c'est quoi les moments, les cadres attentionnels que je vais créer pour faire passer le contenu, pour faire passer mon message. Ça, c'est ce qui va être dans le cadre attentionnel. Et puis, il va y avoir des moments qui vont être hors du cadre attentionnel. Parfois, ces moments, on les trouve informels. Je donne un exemple, raccompagner le client jusqu'à un ascenseur, prendre le taxi avec un client, ça c'est pas forcément ce à quoi on réfléchit quand on aborde une négociation, et pourtant pendant ces moments-là, où finalement l'attention elle n'est pas concentrée sur l'objet de la négociation, il y a beaucoup de choses, il y a des choses importantes qui se jouent. On sait que c'est parfois en rentrant avec un taxi qu'on apprend des enjeux sous-jacents liés à la négociation et qu'on peut faire basculer en fait la situation. Donc il faut penser finalement, une des façons par exemple d'aborder la négociation sous cet axe de l'attention, c'est de penser à ces cadres attentionnels en disant ça va être quoi les moments où je vais focaliser l'attention de mon client et où je vais faire passer mon message, mes messages et le contenu de mon message, et ça va être quoi les moments finalement où l'attention va être relâchée pas directement sur le sujet de la négociation, mais où je vais pouvoir créer une relation et peut-être apprendre des choses intéressantes pour la négociation, par exemple. Voilà. Merci Rémi Larousse, merci, on peut l'applaudir, remarquable Merci. Performance. Merci. N'hésitez pas ensuite à venir voir les experts quand on aura terminé. Tiffaine, tu nous présentes Gilles. Nous allons maintenant accueillir Gilles Malençon. Alors, la question que vous avez posée, c'est comment croire à ce qu'on ne voit pas, c'est ça? Et si on rendait visible ce que vous ne voyez pas, est-ce que vous y croiriez? C'est ce que je vais essayer de faire là maintenant. Alors effectivement, au départ, j'étais scénariste et ça consistait à raconter une histoire aux gens. Et quand on raconte une histoire aux gens, ils changent d'état de conscience. Le cinéma, la télé, c'est ça. Ensuite, je suis tombé dans les conférences TEDx. Il s'agit de trouver des intervenants, de les contacter, de les convaincre, de les faire accoucher de leur récit et de les accompagner jusqu'au moment où ils vont sur scène pour raconter une histoire aux gens et les faire changer d'état de conscience. Toujours la même chose. Et en préparant un TEDx, je suis tombé par sérendipité dans l'hypnose, et ça a été un tremblement de terre, parce que d'un seul coup, l'univers me faisait cadeau d'une dimension supplémentaire. C'est un truc tout simple, très naturel. C'est comment marche un cerveau. Et j'ai usé mes fonds de culotte pendant très longtemps à l'école à utiliser un organe qu'on me demandait d'utiliser, comme vous probablement, et à aucun moment, personne ne s'est penché vers moi pour m'expliquer comment il fonctionnait. Quels étaient les mécanismes de l'attention dont vient de nous parler Rémi, alors qu'on nous demande d'être attentif? Comment on fait pour être attentif à quelque chose qui ne nous intéresse pas? J'aimerais bien qu'un prof l'explique aux élèves.
Comment on fait pour être motivé? Comment on va aller mobiliser cette énergie intérieure vers un objectif dont on n'a rien à foutre? Tout ça, eh ben, on ne nous l'explique pas. Et l'hypnose, à partir de ce moment-là, en nous expliquant comment elle fonctionne, vient recréer de la liberté du choix et du libre arbitre, là où il y avait du conditionnement, des automatismes, des incapacités, des blocages. En fait, elle n'endort pas, elle réveille. Et je me suis formé en 2013 et donc 3 ans plus tard, j'ai fait un petit peu le bilan de toutes les séances que j'avais faites. Je les ai comptées, j'en avais entre 1100 et 1200 en comptant toutes celles qu'on fait en formation, c'est-à-dire 3 par jour, ça fait beaucoup. Et je me suis demandé quel pouvait être, est-ce qu'il existait un point focal, un point convergent, un point commun entre toutes les séances, c'est-à-dire tous les motifs pour lesquels les gens venaient nous consulter. Donc il y avait des gens qui venaient consulter pour des problèmes de couple, pour des problèmes de capacité, pour des problèmes d'addiction, pour des problèmes d'insomnie, pour des problèmes d'arrêt du tabac, pour des problèmes je n'arrive pas à répondre à mes mails, pour des problèmes qui pouvaient apparaître complètement futiles. Est-ce que toutes ces séances-là, ce millier de séances, avaient un seul point commun? Et le point commun que j'ai trouvé, c'est la question de la confiance. Alors je vous le pose comme ça. Il me semble que la confiance ressemble à un système dépressionnaire au sens météorologique du terme. Qu'est-ce qu'on appelle une dépression en météo? C'est un trou dans la pression atmosphérique. Et quand il y a un trou dans la pression atmosphérique, ce trou se remplit de nuages, d'humidité, d'orage, de grêle, de tout ce que vous voulez. A l'inverse, une situation anticyclonique, il n'y a pas de trou, donc rien ne peut rentrer à l'intérieur. Donc la question que posaient toutes ces séances en intégralité, c'est pourquoi le psychisme de cette personne avait un trou dans lequel rentraient les problèmes et pourquoi c'était pas comme ça. Où se situait cette question de la confiance? Alors en hypnose, il y a un protocole qui est très très puissant, que je vais vous expliquer parce qu'il est très simple. Et comme ça va mieux en faisant des schémas, en faisant des petits dessins, eh bien vous allez avoir droit à un petit dessin. Alors, ce protocole s'appelle les niveaux logiques. Il y a probablement des gens qui le connaissent. C'est une pyramide à 7 étages un petit peu identique à la pyramide de Maslow. Et il hiérarchise un certain nombre de choses. Alors en bas, nous avons l'environnement, ensuite les comportements, ensuite les capacités, les croyances, les valeurs, l'identité et la spiritualité. Je vous dis très rapidement comment il fonctionne, parce que vous pouvez l'utiliser intérieurement sur vous-même. On prend un sujet qui a un problème, et son objectif c'est de résoudre ce problème. Et on va donc le projeter dans un futur réalisé. Ce qu'il souhaite obtenir, il va imaginer qu'il l'a. Son futur devient son présent. Vous me suivez? On le met en état d'hypnose et à partir de ce moment-là, on lui pose des questions. Maintenant que tu as ce que tu veux, qu'est-ce qui a changé dans ton environnement? Quels sont les nouveaux endroits que tu fréquentes et les anciens endroits que tu ne fréquentes plus? Les nouvelles têtes que tu vois et ainsi de suite. C'est un protocole qui se fait debout. Donc la personne ensuite en état d'hypnose avance et on lui demande quels sont les comportements qui t'ont permis de changer d'environnement. Et quels sont les nouveaux comportements que tu as acquis et les anciens dont tu t'es débarrassé. Le corps avance. Quelles sont les capacités que tu as acquises qui t'ont permis de changer de comportement, qui t'ont permis de changer d'environnement? Vous comprenez comment on monte dans la pyramide comme ça? Quelles sont ensuite les croyances que tu as mises à jour qui t'ont permis d'avoir les capacités? Et comme ça, on fait un nettoyage intégral du psychisme. Donc cette pyramide est très puissante. C'est la projection de l'énergie dans la matière. L'environnement, c'est de la matière, c'est tout ce qu'on voit. Et l'identité, les croyances, les valeurs, c'est de l'énergie. Et c'est là où on va aller chercher l'énergie du changement. Et il y a un deuxième truc qui est très intéressant là-dedans, c'est qu'il y a un moteur interne. Le moteur interne, c'est quand vous repérez un problème que vous avez personnellement, que vous avez dans une négociation, vous situez à quel étage se situe le problème, et les solutions se trouvent toujours dans les étages au-dessus. Donc il ne sert à rien d'insister comme un malade au niveau où se situe le problème, on monte tout de suite dans les étages. Je vous donne un exemple très simple qui est très courant dans les arrêts du tabac. Il y a un problème de comportement, la personne fume, ça ne sert à rien de lui répéter plusieurs fois « arrête de fumer, c'est mauvais, il est au courant depuis longtemps ». On va tout de suite aller chercher ses valeurs ou son identité. Tu es un père de famille, est-ce que tu as envie que tes enfants te ferment les yeux après-demain? Alors, ça ne suffit pas, mais en tout cas, on va aller chercher une émotion qui va être l'énergie du changement. Donc ne jamais rester, d'abord identifier à quel niveau se situe le problème, et ensuite on monte. Et là, je me suis dit, il y a un étage là-haut, il a l'air de déverser sur tous les autres. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans dans spiritualité? Est-ce qu'il n'y a pas la réponse à la question de l'absence de confiance? Qu'est-ce que ça veut dire spiritualité? Spiritualité, alors c'est pas forcément croire à des petits angelots dodus et fessus et à des entités, encore que pourquoi pas.
C'est simplement comment je suis créateur de l'intégralité de mon expérience. Et quand je suis créateur de l'intégralité de mon expérience, je ne suis plus victime de rien. Et quand je ne suis plus victime de rien, je ne viens plus consulter en séance d'hypnose. Je ne suis plus victime d'un comportement, d'un blocage, d'une situation, d'une croyance, d'une attitude. Je suis créateur de l'intégralité de tout ça. Alors c'est là qu'intervient le petit dessin. Comment suis-je créateur de tout et quelle est la place de l'intuition, la place logique, rationnelle dans ce truc-là? Petit rappel très schématique, très rapide sur le fonctionnement du cerveau. Cette structure triunique a été à la mode dans les années 60, maintenant elle est un petit peu remise en question, mais elle est quand même très utile. On a 3 parties que vous connaissez certainement. Un cerveau reptilien qui est simplement le cerveau de la survie. Face à un danger vital, vous ne pouvez faire que 3 choses: combattre, fuir ou figer. En anglais, fight, fly, freeze, les 3 F. On le partage avec tout le règne animal, même dans la tête d'une crevette, vous allez trouver fight, flight, freeze. D'accord ? Cerveau de la survie, cerveau du stress également. À côté de ça, il y a un cerveau qui est assez mal connu, c'est le cerveau limbique, c'est le cerveau qui a une logique émotionnelle. Nous, on ne le connaît pas parce que quand on arrive à l'école, on se précipite sur le savoir-faire et on abandonne le savoir-être. Ce qui fait qu'on est automatiquement amputé du perceptuel. On focalise tout de suite sur le conceptuel et le perceptuel est laissé à l'abandon. Et c'est peut-être dans cet abandon que se trouve la racine de notre intuition. Mais en tout cas, il est très important ce cerveau émotionnel. Et le dernier qu'on a mis sur un piédestal pour des raisons assez absconses, pour des raisons de faux cartésianisme, parce qu'en général, les gens qui se disent cartésiens n'ont jamais lu Descartes. C'est quand même un type qui écrit des bouquins qui s'appellent Méditation métaphysique, qui demande à la déesse de l'inspiration de lui insuffler le discours de la méthode dans un rêve. Il n'y a pas plus perché. Donc par un drôle de mystère, cartésianisme est devenu synonyme de psychorigidité. Je ne suis pas sûr que Descartes serait même très content de ce qu'on en a fait. Donc on a mis le cerveau, le cortex préfrontal sur un piédestal, il est censé tout résoudre, tout comprendre, et on va voir comment ça fonctionne. Alors, chaque pensée, elle a une composante émotionnelle, plus ou moins intense. Elle peut être insignifiante à la racine ou très amplifiée si vous êtes très impliqué dans une situation. Mais au moins, à la racine de chaque pensée, il y a « j'aime, j'aime pas »,« ça me va pas ». D'accord ? Parce que c'est un système de survie, c'est un système de validation de nos actes. On est tout le temps en train de valider ou d'invalider quelque chose. Donc à chaque fois qu'on pense, on envoie une énergie, une émotion dans le champ. Donc on a nos pensées qui arrivent de manière séquentielle. On ne peut penser les choses que les unes à la suite des autres. Quand vous téléphonez au volant, vous freinez plus tard que quand vous ne téléphonez pas. Et en même temps, de manière invisible et de manière inconsciente, on envoie une émotion dans le champ. Donc on est confronté en permanence à 2 dimensions, une dimension visible et une dimension invisible. On va regarder comment fonctionne un être humain avec ce système-là. Donc un système conscient qui balance des pensées de manière séquentielle et un système émotionnel qui balance une énergie dans le champ. Donc sous les pieds de l'être humain, je ne vous apprends rien, la Terre. Au-dessus de sa tête, le ciel. Jusqu'ici, il n'y a pas beaucoup de scoop. Le ciel, c'est abstrait, c'est difficile de lui donner une forme. Et le cerveau, il n'aime pas l'abstrait. Donc, quelle va être sa gymnastique? C'est de ramener l'abstrait dans du concret. C'est ce qu'il fait tout le temps. Il capte quelque chose de plus haut et lui donne une forme, concret. Au-dessus, c'est de l'absolu. L'absolu, on n'est pas confortable non plus avec ça. Donc, il va le ramener dans du relatif. Il va prendre l'expérience que vous avez, il va la comparer à ce qu'il connaît déjà ou ce qu'il attend. Donc, il ramène l'absolu dans du relatif. Au-dessus, c'est de l'infini. Oui, c'est compliqué l'infini. Il va ramener le fini dans du fini. Et la 4e dimension, c'est le divin. Dieu, on ne sait pas ce que c'est, donc en général, on fait un vieux dans le ciel avec une barbe façon Père Noël ou plafond de la chapelle Sixtine. On ramène le divin dans l'humain. Ok ? Donc on est toujours confronté à 2 dimensions. Le monde de la matière avec notre cortex préfrontal et le monde de l'énergie avec notre système limbique, le monde des formes et le monde sans forme. Ça va jusqu'ici? Alors, là je vais vous dessiner la carte. Alors elle n'est peut-être pas vraie, c'est simplement, elle est utile. La carte c'est l'utilité, le territoire c'est la vérité. Donc vous pouvez contester ce modèle-là. Reprenons notre être humain. Le voilà avec son cerveau, ces 2 mondes, le monde de la matière et le monde des formes. Et on va dresser un repère temporel. Donc en bas dans le monde de la matière, nous avons du temps linéaire. Dans la matière, nous avons d'abord ici du présent, avant du passé, et ici du futur.
Okay, dans le monde de l'énergie, on est en temps simultané. Avec votre cerveau, vous pouvez avoir accès au passé, au présent, au futur. Mais quand tout ça descend par un entonnoir qui se trouve là, votre corps, lui, ne fait l'expérience que du présent. Vous êtes d'accord avec cette idée? Mais vous n'avez aucun problème à imaginer des choses qui se sont passées ou vont se passer. Donc je vais vous dessiner une drôle de courbe qu'on va remplir ensemble. Ici, dans la matière et dans le présent, c'est le domaine de votre conscient. Vous avez conscience d'être dans cette salle avec ce type qui vous raconte des trucs bizarres. Ok ? Dans le passé, c'est le monde de vos automatismes. Votre cerveau, sa mission, c'est de vous sauver la vie. Donc, la vocation de tous vos apprentissages, ça va être de devenir des automatismes inconscients. Essayez de ne pas lire ce qui est écrit là, c'est très difficile. Pourtant, à un moment de votre vie, ce qui était difficile quand vous avez appris, c'était de lire. Donc, que ce soit la lecture, l'écriture, le vélo, la conduite, la musique, le pilotage d'un avion de chasse, tout ce qu'on va mettre dans la case automatisme va économiser l'énergie et va libérer de l'espace conscient pour qu'on puisse appréhender une situation présente. Eh bien, ce passé, ces automatismes dans le passé, ça va constituer votre inconscient individuel. En fait, c'est le registre de toute votre vie. Vous vivez des choses et elles viennent se consigner dans un registre, et à chaque fois que vous vivez quelque chose de neuf, votre inconscient, de manière automatique, va aller consulter dans le registre s'il a une donnée là-dessus. Et s'il a une donnée là-dessus, il va dire « Attention, voilà ce que je sais de cette expérience-là ». Mais il a une logique de préservation, de protection. Il est toujours bienveillant. On rajoute un deuxième effet qui se coule. Deuxième effet qui se coule, c'est l'inconscient collectif. Donc c'est les millénaires de civilisation judéo-chrétienne qu'on trimballe à l'intérieur de nous de manière inconsciente. Vous voyez déjà le rapport de puissance entre le conscient et les deux inconscients, hein, c'est faramineux. Donc, en civilisation judéo-chrétienne, on a le droit de jouir que si on a souffert avant, si on en a bavé. On admire les gens qui sont arrivés à la force du poignet et à la sueur de leur front. On n'admire personne qui soit arrivé comme ça sur un coup de dé. Ça légitime la souffrance en entreprise, et ça légitime la souffrance, c'est aussi une échelle de mesure dans l'évolution d'un apprentissage. Si j'ai pas l'impression d'en avoir bavé, j'ai pas l'impression d'avoir appris. Okay ? Et ensuite, il y a une idée encore plus perverse, c'est que l'univers, c'est-à-dire l'ensemble des processus qui nous entourent et qu'on ne sait pas nommer, est un banquier. Il n'y a pas du bonheur pour tout le monde, il n'y en a que pour les plus méritants. Donc s'il y a 10 pilules de bonheur là, et si moi j'en prends une, je suis un salaud, j'irai en enfer, et si j'abandonne ma pilule de bonheur, je serai un saint, j'irai au paradis. Donc cet inconscient individuel et cet inconscient collectif vient influencer considérablement et de manière inconsciente toutes nos décisions. Déjà, le mental et le conscient, il est ramené à la portion congrue. Donc moi, je l'appelle le préposé binaire mais bienveillant. Pourquoi ? Parce que son job, c'est simplement de regarder ce qui se passe dans le présent. Et lui, dès que quelque chose se présente dans le présent, il prend son registre, il regarde s'il a une fiche et il vous dit « Attention, là, ça ne va pas marcher parce que la dernière fois, ça n'a pas marché, la dernière fois, ça n'a pas marché. » Il se fiche intégralement du futur. Son objet, c'est de vous sauver la vie au présent. Ok ? Donc c'est pour ça que fumer-tu sur les paquets de cigarettes ne fonctionne pas. C'est ce que je dis toujours, si on met sur un paquet de cigarettes, t'as aucune volonté, t'es qu'une merde, c'est du présent. Ça marche. Fumer-tu, c'est dans 10 ans. D'accord ? Donc vous comprenez comment toute sa puissance, elle peut être utilisée à condition de l'utiliser comment lui fonctionne, avec du présent. Ok, maintenant on va regarder comment on va s'intéresser à l'intuition du côté du futur. Alors, cette partie-là vient influencer votre expérience consciente et présente. Et on va mettre notre bonhomme au présent. Donc il a un petit problème P à résoudre. Comme il est intelligent, il va réfléchir. Donc il va émettre des pensées séquentielles avec son mental et son conscient. Mais en même temps, à son insu, donc il va intentionnellement réfléchir au problème, mais à son insu, il va balancer ces émotions et ces fameuses intentions dans le champ d'énergie au-dessus de lui. Mais comme ça n'est pas visible, il n'en a pas conscience. Et puis il va penser à autre chose, parce qu'il ne peut penser les choses que de manière séquentielle. Donc, alors, j'ai oublié un petit truc, cette flèche-là, c'est ce qu'on va appeler le supraconscient. En fait, nos intentions vont aller lécher tous les futurs possibles. Là, dans le champ d'énergie, il y a toutes les options. On peut prendre un scénario et puis l'incarner, mais on peut prendre le scénario d'à côté et l'incarner également. Donc, pour nous ramener la meilleure expérience pour nous, au vu de ce que nos intentions ont lancé dans le champ. Donc, le gars, il va réfléchir, il va cogiter, il va trouver une petite solution S et puis il va penser à autre chose parce qu'il a d'autres préoccupations dans la tête. Mais il aura envoyé quelque chose dans le champ. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? C'est que quelque chose plus tard va retomber dans le plan de la matière. Alors on va appeler ça soit une synchronicité, soit une coïncidence. Mais en fait c'est une intuition, elle est là.
et elle va être une méga solution S qui va convenir au problème, mais qui ne sera pas le produit des constructions mentales du cerveau. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'étonner. On va appeler ça une coïncidence, une synchronicité. Et comme tout ça passe par la courbe du haut, nous n'avons pas conscience que nous sommes créateurs intégralement de cette solution. Ça va jusqu'ici? Alors, là, le jeu devient absolument merveilleux. C'est que ça s'équilibre. Il y a le préposé binaire mais bienveillant, il est là pour nous préserver, donc il va dire « attention ». Lui, il va générer des peurs. Mais parce qu'il ne connaît pas le futur, donc il a raison de ne pas se prononcer pour le futur. Et de l'autre côté, les intuitions, qui sont simplement la réponse des intentions qu'on a envoyées dans le champ d'énergie, qu'on va commencer à capter, auquel le mental va donner une forme, va venir aussi nous influencer. Alors il y a des gens qui sont calés que sur la flèche rouge, d'autres que sur la flèche droite, peut-être qu'au centre c'est plutôt pas mal. Et le jeu devient absolument merveilleux, c'est que dans ce trou-là, où on ne fait que s'étonner de tout ce qui arrive par hasard, c'est là où on reprend intégralement confiance, où on est créateur de toute notre expérience, c'est de se dire qu'on est créateur de ça et d'essayer de chercher de quelle manière ce qu'on a créé va nous permettre de mettre à jour deux choses très importantes, notre système de croyances et notre système de valeurs. Et quand on met à jour ces deux choses-là, tout notre monde change instantanément. Et tout ce qu'on crée sert à ça. Alors j'aimerais, pour finir, vous laisser avec une phrase très brève de Rumi, poète du XIIIe siècle qui revient à la mode avec Facebook. C'est « ce que vous cherchez vous cherche ». Et j'ai rajouté juste deux mots. Ce que vous cherchez consciemment et inconsciemment vous trouve. Merci beaucoup. Merci Gilles. Oui. Bonjour Gilles. Bonjour. Je te remercie pour ton explication qui est très claire, très intellectuelle. À quel moment tu agis quand tu travailles sur la partie hypnotique? Alors, merci pour la question. Effectivement, il y a une distinction très importante, comme il faut aller vite, je ne l'ai pas faite. La partie qui est dans la matière, celle du bas, là, elle perçoit, elle croit et elle veut, et la partie qui est dans l'énergie, elle perçoit, elle croit et elle veut, mais avec des modalités et des intensités différentes. Donc ça va être la plus forte qui gagne. Je vais vous donner un exemple, c'est un sujet de séance assez fréquent, où des gens qui viennent parce qu'ils ont des problèmes d'argent. Donc consciemment, ils veulent résoudre le problème d'argent. Mais dans leur part inconscience, il y a l'argent a détruit ma famille, l'argent pourrit le monde, l'argent pourrit les rapports humains, moi je veux vivre dans un monde, c'est la part la plus forte qui gagne. Donc en état d'hypnose, on va aller visiter ces parts inconscientes pour aller voir quelles sont les croyances limitantes qui sont installées là, et peut-être garder l'intention positive et leur donner une forme qui soit plus adaptée aux souhaits conscients de la personne. L'état d'hypnose, c'est un état facilitant, c'est un état où le système de croyance se remet au neutre. Mais simplement parce qu'il y a un accord mental, alors je vais le définir très rapidement, hein. Le cinéma est l'expérience la plus hypnotique qu'on connaisse. Vous êtes déjà allé au cinéma. Vous savez que c'est bidon, hein, qu'il n'y a personne sur l'écran, que c'est juste un faisceau qu'on balance. Mais à l'intérieur, il y a un accord mental qui se fait, un accord tacite, et puisque vous êtes d'accord avec ce qui se passe, vous allez être amusé, apeuré, agacé, vous allez faire l'expérience intégrale émotionnelle du cinéma. Si un type se met un coup de hache sur la main, vous allez faire... Si un type se balade sur une poutrelle à 600 mètres de haut, vous allez avoir le vertige, alors que dans votre siège, vous n'avez pas de raison d'avoir le vertige. Donc de faire comme si c'était vrai, à partir de ce moment-là, fait que l'hypnose fonctionne. Bonjour. Bonjour. Je suis ici, là, par là. Voilà. D'accord, bonjour. Bonjour. Katia, île de la Réunion. Oui. Alors, moi, j'aimerais bien comprendre comment, en envoyant une pensée supraconsciente, on arrive à refaire descendre cette pensée dans la matière qui crée la coïncidence. Comment ça redescend en fait? Alors, ça redescend... Alors, j'ose une phrase, on va se percher beaucoup, mais juste le temps d'une phrase. D'accord, Katia? Chacun d'entre nous est l'univers tout entier qui se rêve lui-même d'un point de vue relatif. J'ai fini avec ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est tout le système en train de créer en permanence. Après, on est confronté à la limite d'intégration du mental. Le mental n'est pas capable de tout comprendre. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des clés anglaises pour démonter les moteurs. Il y a du 12, il y a du 14, il y a du 16, il y a du 18, il y a du 20, il y a du 24. Imaginons que nous on plafonne à 16. Tout ce qui est 18, 20, 24, on n'y arrive pas. Hein. Mais donc, il y a toute une partie qu'on envoie par l'intention. Alors, quand on commence à réentraîner ce sens-là, parce qu'on arrive sur Terre équipé de ce sens-là, les enfants ont des perceptions subtiles complètement spontanées.
Et au bout d'un moment, avec la sagesse de l'enfant, la pédagogie, l'éducation, tout ça vient se circonscrire puisqu'on privilégie la partie conceptuelle, on abandonne la partie perceptuelle, mais on perd ces perceptions subtiles. Mais elles sont là, elles sont atrophiées, mais on peut les réactiver. Et quand on commence à demander des choses par l'intention, pas par l'attente, hein. On pose une intention et on voit de quelle manière surprenante elle va réapparaître. On arrive, alors c'est là où le jeu est merveilleux, quand on reprend possession de ce sens-là, à des cascades de synchronicité qui sont d'une intensité difficilement supportable pour le conscient. C'est-à-dire que ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Mais il faut le remettre en pratique tranquillement, en faisant confiance à ce qu'on ressent petit à petit. Et ça finit par se manifester de plus en plus. Victoria va vous en parler de manière très très brillante juste après. Bonjour, Jean-Pierre Klobnikita. Est-ce que c'est quelque chose sur ce supraconscient et l'intuition qu'on peut relier à la notion de chance, en disant finalement les gens qui pensent avoir de la chance la créent d'une certaine façon? Complètement. Voilà, je vais répondre. Moi, j'ai l'impression qu'on est créateur de tout. C'est-à-dire que je vous ai créé pour me faire grandir en confiance. Vous m'avez créé pour... Alors, c'est pas prétentieux, hein, c'est très modeste. C'est le système de... Pour nous faire évoluer nos systèmes de croyances et nos systèmes de valeurs, on crée tout ce qu'on vit. On crée des épisodes de vie qui ne servent qu'à ça. À chaque fois qu'on vit quelque chose, il n'y a qu'à se poser la question très simplement, quelle est la croyance ou la valeur que cet épisode de vie me demande de mettre à jour? On la met à jour, c'est OK. On ne la met pas à jour, le système se reproduit en permanence. Donc la chance, c'est ça. C'est avoir, de manière inconsciente, intégré ce processus-là que moi j'ai posé comme croyance que l'univers s'occupe bien de tout. Je n'arrête pas de le vivre. Alors est-ce qu'on appellerait ça de la chance? Non, je sais pas. Je pourrais poser que le monde est difficile, qu'est-ce que tu crois, ça tombe pas du ciel, les gens c'est des méchants, toute ma croyance créerait un univers différent. Est-ce que c'est de la chance? C'est plutôt un choix de croyance, donc de création. Bonjour. Bonjour. Oui, Samir, je suis là. Coucou. Ah, bonjour Samir. Bonjour. J'avais deux questions. Ouais. Alors moi j'ai déjà été comment on dit, hypnotisé. J'ai déjà fait de l'hypnose, genre pour arrêter de fumer, etc. Bon, malheureusement ça n'a pas fonctionné. Alors ma première question c'est de dire alors je sais qu'on m'a dit que voilà j'étais un peu résistant et autres là-dessus. Mais en fait, ce que vous nous présentez, et puis ça m'a fait réfléchir, mon expérience, c'est très proche. En fait, il faut une croyance initiale qui consiste à dire que ça va marcher. Un peu comme la méthode Coué, quoi. On s'est beaucoup moqué de la méthode Coué, mais je vais aller plus loin. On s'est perché un petit peu, c'est juste la dernière. C'est pas péjoratif. Hein, croire, c'est créer. Qu'est-ce que c'est qu'un être humain? C'est un dispositif qui va transformer l'énergie en matière par sa croyance. D'accord? Regardez tous les objets qui sont dans cette pièce, tous sans intégralité, à l'origine de tous les objets, que ce soit ce micro, mon jean, les fauteuils, l'écran, il y a des croyances. Il y a quelqu'un qui a, là-dedans, il y a les croyances de tous les ingénieurs qui ont fait des arbitrages techniques, d'accord? Dans tous les vêtements, il y a les croyances des gens qui les ont conçus. Derrière chaque être humain qui est là, il y a deux êtres humains qui ont cru que vous alliez exister. Donc un être humain, c'est un dispositif qui va transformer par la croyance l'énergie, c'est-à-dire l'intention en matière. Donc effectivement, c'est le départ. C'est pour ça que la spiritualité n'est pas prouvable, parce que si vous croyez qu'il n'y a pas de vie après la mort, il n'y en a pas. Si vous croyez qu'il y en a une, il y en a une. Voilà. Mais elle ne peut pas rentrer dans le paradigme de la preuve, elle ne peut rester que dans le paradigme de l'expérience. Donc, à vous de voir ce que vous avez envie de croire. Une dernière question là-haut. Oui. Brigitte de Bonjour, Paris. Brigitte. Moi, je fais un lien entre l'inconscient collectif, la synchronicité, la coïncidence, et l'univers s'occupe de tout. En fait, il y a un truc qui m'étonne souvent, c'est qu'on discute avec une personne, on parle d'un sujet bien précis, et puis par exemple, il y a la radio ou la télé qui marche, ou alors il y a deux autres personnes qui parlent à côté. Et d'un coup, on prononce le même mot à 3 secondes d'écart, c'est-à-dire que je vais parler d'un voyage en train et la télé va parler d'un voyage en train, mais 3 secondes après. Est-ce qu'il y a une explication?
Alors, ouais, je vais essayer d'aller vite là. L'explication, c'est qu'il y a des gens qui sont capables de sortir l'antenne pour capter dans le champ directement. Je prends l'exemple de Léonard de Vinci. Donc on a vu que dans le champ, on est dans un temps simultané. Il y a toutes les expériences sur le même plan. Donc le gars, il sort l'antenne, alors c'est pas conscient, hein, donc il a le choix d'atteindre le futur, et là il va ramener la forme de l'avion. Donc il prend la forme de l'avion, il la ramène dans son présent. C'est comme ça que le futur va venir inséminer notre présent, il le pose sur une feuille de papier, et tous les gens qui ont besoin d'inventer l'avion vont pouvoir s'inspirer du dessin qu'il a fait. Donc il y a une espèce de cycle comme ça, où il y a certaines personnes qui ont une capacité à aller chercher dans le champ une information et de la ramener. Évidemment, comme c'est pas le boulot du mental conscient, il ne peut que s'étonner, puisque lui, tout ce qu'il n'a pas intégré, ou tout ce qu'il ne comprend pas, ou tout ce qui ne relève pas de sa prérogative, il ne peut que le rejeter. Mais en ce moment, ça se passe beaucoup, ça. C'est-à-dire que depuis 2012, je trouve qu'on est exaucé très vite. Il y a quelque chose qui évolue à l'intérieur des êtres humains parce qu'ils se reconnectent à cette partie intérieure dont va parler Victoria maintenant, qui fait qu'ils reprennent possession d'un pouvoir de l'intention qui est très développé et qu'on avait mis sous stèle pendant toute notre éducation jusqu'à présent, et que là, il produit ses effets en ce moment avec les manifestations que vous venez de raconter. Merci beaucoup. Merci Gilles Malençon, merci. Nous sommes à Berlin. Je suis en week-end avec ma fille et comme c'est un jour de Pentecôte, l'option shopping n'est pas possible, ce qui me rend service et qui me permet l'incroyable, c'est-à-dire de proposer à ma fille d'aller au musée, visiter un musée, c'était quelque chose d'exceptionnel. Alors on arrive dans cette île, je ne sais pas si vous connaissez Berlin, il y a une île avec plein de musées. On rentre dans un musée, et puis il y a, en fait, dans ce musée, c'est organisé par étage, au rez-de-chaussée, au second. En fait, il y a un siècle par étage. On commence par le rez-de-chaussée, et je dois dire que je m'ennuie un peu. Je trouve tout ça un petit peu lourd, et voilà, c'est pas ça que j'avais envie de montrer à ma fille. Et puis je commence à ressentir des petites choses, une envie, en fait, quelque chose qui se précise au fur et à mesure, jusqu'à ce que ce soit vraiment net et que je dise à Héloïse, allez viens, je t'emmène. On monte, c'est plutôt par là-haut. Et puis, elle me suit, on ne va pas au premier étage, on va directement au second. Et là, je vois des impressionnistes, ok, et puis je me dirige vers une toile, c'est une toile de Seurat, je me souviens. Je regarde, et puis là, ça se précise encore plus, j'entends, non, c'est pas ici. Tourne-toi, c'est derrière. Alors c'est tellement fort, tellement intriguant, et puis c'est accompagné de ces sensations comme un pétillement comme ça, c'est assez joyeux. Et alors je me tourne, et ma fille me suit, et là toutes les deux on se retrouve face à l'improbable. En fait, en plein milieu de Berlin, je me retrouve face à une toile qui représente mon village. L'église de mon village est juste à côté, l'emplacement où sera 30 ans plus tard construite ma maison. Alors, cet exemple illustre de façon assez poétique, assez jolie, quelque chose que nous appelons l'intuition. Ça paraît étonnant, mais en fait, je suis sûre que vous avez vécu des choses, et puis, comme Gilles vient de le dire, c'est quelque chose qui se développe, qui s'ouvre de façon très étonnante, et je l'observe de plus en plus dans les rencontres. J'ai la chance de vous accompagner dans vos clubs, et je vois les choses finalement s'ouvrir de plus en plus. Ce genre de petites choses, ça arrive. Et là, on peut dire ça sert à rien. Sauf si la poésie et la beauté servent à quelque chose, naturellement. En fait, la bonne nouvelle, c'est que d'abord, on peut comprendre ce qui se passe. Et puis en plus, on peut apprendre à recevoir de façon beaucoup plus fréquente et même presque organisée, ce qui est une ressource absolument incroyable dans un monde où tout va de plus en plus vite. La définition de cette ressource que nous donne le Larousse, c'est une connaissance immédiate et directe, sans recours au raisonnement. Rien que ça, c'est une provocation, et pourtant c'est une réalité. On peut même maintenant comprendre ce qui se passe avec les neurosciences qui nous font vraiment progresser. Damasio, par exemple, qui est un neuropsychiatre qui a énormément fait avancer ce sujet, mais aussi c'est des études absolument partout dans le monde qui, au fur et à mesure, nous amènent à comprendre ce phénomène.
Moi, ma joie, c'est qu'on n'arrive pas encore à tout expliquer, qu'il y a encore plein de mystères et que plus je me plonge dans ce domaine qui est devenu mon univers, plus je trouve du mystère et j'adore ça. Ceci dit, pour rester très concrète, cette ressource, elle peut vous aider simplement dans votre vie professionnelle, dans votre prise de décision, pour décider, pour recruter par exemple. Pour innover aussi, parce qu'en fait, évidemment, tous ces visionnaires, et il y en a certainement parmi vous, qui ont eu une idée et qui ont dû même se battre pour prouver que c'était la bonne chose et qui se sont trouvés tout à fait pionniers sur leur marché. Et j'en pense par exemple à l'un d'entre vous, qui est sûrement ici, qui est Jean-Pierre. Tu es là, Jean-Pierre ? Jean-Pierre, c'est mon éditeur chéri. Et ce que je vais raconter, je pense que tu t'en souviens évidemment, c'est le jour de notre rencontre. Le jour de notre rencontre, évidemment, ce qu'on a trouvé, c'était par sérendipité, on l'a entendu ce mot, c'est chercher, enfin c'est trouver ce qu'on ne cherchait pas. En l'occurrence, nous étions tous les deux là pour une conférence sur les Indiens Kogi, donc ravis de nous rencontrer, mais ce n'était pas forcément l'objet. Et puis, en fait, Jean-Pierre vient vers moi et il me dit, tu as écrit quelque chose, tu as écrit... Alors, je réponds, je me dis, bon voilà, c'est une façon d'entrer en lien, on se rencontre. Et je dis, oui, j'ai des projets, voilà, j'aimerais rassembler mes articles sur l'intuition. Et il me coupe, non, il me dit, non, pas ça. Tu te souviens, tu m'as dit, non, tu as déjà écrit quelque chose, non, quelque chose que tu as déjà écrit. Et là, je suis troublée à ce moment-là, parce que je me dis, ah, il n'est pas censé savoir, d'ailleurs, il ne sait pas qu'il sait, que j'ai en effet écrit quelque chose dans un tiroir. C'est son intuition qui lui dit. Et en fait, tu m'as dit plus tard que dans les secondes qui ont suivi notre rencontre, tu t'es dit, je vais un jour éditer un livre de cette femme. Donc ça, c'est vraiment de façon très claire, très précise, une intuition. Et Jean-Pierre sait vraiment très bien utiliser cette ressource. C'est une de ses nombreuses qualités. En l'occurrence, qu'est-ce qui se passe exactement pour Jean-Pierre à ce moment-là ? Ou plutôt un peu avant, exactement comme nous l'a expliqué brillamment Gilles. Dans son passé, un petit peu avant, il a eu une intention très claire, un objectif qui était pour sa maison d'édition, à Luna, de développer, en fait, d'éditer des femmes. Il dit, dans ce monde d'édition, il y a beaucoup d'auteurs masculins, moi j'ai envie d'éditer des femmes, et il a cet objectif. Et puis ensuite, il avance dans le temps, et simplement, il reste une part de lui qui, dans toutes les informations qui nous arrivent en permanence, fait une attention sélective. Alors ce n'est pas l'attention sélective dont nous a parlé si intensément Rémi tout au début, c'est vraiment une ressource qui sait faire, au contraire, une synthèse pertinente parmi les 10 puissance 17 informations par seconde que votre cerveau reçoit. C'est-à-dire que sur toutes les informations extérieures que vous recevez, par vos 5 sens, le 6e, au fond, c'est faire la synthèse pertinente selon vos objectifs en 1 seconde. Une connaissance immédiate et directe, sans recours au raisonnement. Un don sacré, comme disait Einstein. Alors, en effet, ce n'est pas magique, c'est prodigieux, c'est différent. C'est prodigieux et surtout, c'est absolument universel. On n'aurait pas survécu en tant qu'espèce si nous avions tout simplement pas eu d'intuition ou si c'était seulement le lot de quelques-uns. Et de toute façon, comme nous sommes les descendants de ces quelques-uns, nous ferions partie de ceux qui ont su utiliser leur intuition. Donc, nous avons tous de l'intuition et je vais reprendre ce terme très important, très précieux que Gilles a évoqué. Ce qui nous manque, c'est la confiance. Et la confiance, nous l'avons perdue très tôt parce que nous n'avons tout simplement pas entraîné. Nous n'avons pas fait simplement partenariat avec cette ressource intérieure qui est pourtant prodigieuse. Nous avons tout simplement oublié. Et puis nous, on a absolument besoin de comprendre comment ça marche. Alors, ce qui était fantastique aussi dans l'intervention de Gilles, c'était de voir comment ça marche. Les neurosciences nous expliquent aussi comment ça marche. À travers différentes études, on peut comprendre, vraiment c'est quelque chose qu'on peut comprendre, qu'on peut voir, notamment dans la prise de décision, très bien.
Mais la bonne nouvelle que j'ai envie vraiment de partager le plus possible, elle s'appuie sur la découverte que j'ai faite, qui m'a été donnée de faire il y a 15 ans. C'est que l'intuition, c'est magnifique d'être réceptif et de laisser l'information arriver. Mais imaginez qu'en fait, vous pouvez inviter l'intuition à se manifester quand vous en avez besoin, quand vous avez une prise de décision qui vous échoue, quand vous avez envie de trouver des idées, d'être innovant sur votre marché, quand vous sentez quelque chose mais que vous avez besoin de préciser les choses et du coup d'entrer effectivement en lien avec cette ressource. Et ça, c'est tout à fait possible. Et c'est même en écrivant ce livre « La voix qui m'aime » que j'ai découvert qu'on pouvait même dialoguer. C'est dans le processus d'écriture, tout simplement, que j'ai observé qu'on peut vraiment, vraiment concrètement dialoguer avec son intuition. On peut le faire avec 3 perceptions que notre intuition utilise, en fait, que notre inconscient utilise pour nous faire passer ces informations. Il y a le corps, avec des sensations. Le vocabulaire de ces messages-là, ça va être des sensations. Il y a aussi les visionnaires. On a parlé tout à l'heure de Léonard de Vinci, bien sûr. C'est le maître de film, et il y a plein de visionnaires. Peut-être même dans cette salle, sûrement. Et eux, ça va passer par des rêves, par des images. Donc c'est un peu plus symbolique. Et puis, il y a une 3e perception, et c'est celle que j'ai reçue il y a 15 ans, c'est la petite voix. Et la petite voix, c'est quelque chose qui doit se faufiler, en fait, dans notre pensée. Et que font les bons pédagogues quand il y a un brouhaha, comme dans notre pensée? Il baisse la voix, tout simplement. Voilà, il fait silence, ou alors il baisse la voix. C'est pour ça qu'on l'appelle la petite voix. Mais elle a un timbre, elle a un style, elle a une sobriété dans sa façon de s'adresser à nous, que l'on peut vraiment, vraiment découvrir et apprivoiser jusqu'à vraiment en faire un binôme avec notre processus décisionnel. C'est quelque chose qui est tout à fait à la portée de chacun, et c'est ce que je vois dans les rencontres quand on fait un exercice. Là, ce matin, j'ai envie de vous faire toucher du doigt, enfin, plutôt même de la paume entière, cette possibilité d'inviter l'intuition à se manifester. Alors, pour dialoguer, pour se parler, le plus simple déjà, c'est de savoir comment on se dit oui et non. Là, ce qu'on va faire, ce qu'on va découvrir, si vous voulez bien décroiser vos jambes, poser tout ce qui vous encombre, et devenir à nouveau disponible à votre corps, à votre respiration, à la forme, à la façon dont vous habitez ce siège-là, ce fauteuil. Soyez à nouveau conscient de vous-même. Et puis, vos mains, vous pouvez les prendre et simplement les frotter. Les frotter machinalement, agréablement, sans aucune tension dans les épaules ni les coudes, les poignets, c'est tout à fait tranquille. Elles se frottent comme ça, à un rythme qui vous vient naturellement. Et puis au fur et à mesure que vous êtes dans cette posture, vous devenez tout à fait spectateur, spectatrice de vos mains. Elles se frottent, c'est tout simplement. Et au fur et à mesure, dans votre intention, vous savez que vous invitez, c'est un lieu où vous devenez, vous, attentif. Attentif et détendu. Ce sont les 2 clés d'ailleurs dans l'hypnose, c'est vraiment ça, et tous les états modifiés de conscience, c'est d'être particulièrement attentif et particulièrement détendu. Vous voyez, comme ces enfants qui observent les fourmis. Vous vous souvenez d'avoir observé des fourmis, cet état-là? Voilà, vous êtes en train de frotter vos mains et vous êtes attentif et détendu. Vous êtes attentif à ce que vous ressentez. Vous allez par exemple séparer vos mains, les éloigner de quelques centimètres, quelques millimètres, et simplement apprécier ce qui se passe entre vos paumes et devenir très 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 finement attentif à la température, aux petites sensations, au picotement, à tout ce que vous ressentez. Notamment, on peut faire ce qu'on fait dans les arts orientaux, par exemple, les arts énergétiques, on sent comme une sorte d'épaisseur on peut appeler même une boule d'énergie. Vous pouvez sentir entre vos mains. Faites l'expérience maintenant, sentez bien, devenez de plus en plus à la fois conscient et distant de ce que vous sentez dans vos mains maintenant. Et en même temps, vous allez laisser vos mains tranquilles, elles continuent à faire ce qu'elles font. Vous gardez quelque chose qui est attentif à ce qui se passe dans vos mains, et en même temps, avec votre esprit, vous allez simplement retrouver un moment très agréable. Retrouvez ce moment qui a été merveilleux à vivre, favorable pour vous. Retrouvez ce souvenir. Vous pouvez fermer vos yeux, retrouver la lumière et ce que vous ressentiez à ce moment-là. Vous êtes à nouveau dans ce moment. Tout ce qui s'offre à vos yeux vous rappelle
ce moment agréablement. Et vous voyez même en quoi c'était si bon. Tout ce que vous entendez, même la température de ce moment, est à nouveau présente. Et au fur et à mesure que vous êtes à nouveau avec ce moment-là, vous percevez en même temps, dans vos mains, une sensation. Peut-être même un mouvement, quelque chose qui se passe dans vos mains. Et là, ce que vous êtes en train de percevoir exactement maintenant, c'est peut-être très timide, très 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 discret. Ce sont les signaux faibles, comme en économie. Là, ce qui est en train de se manifester, c'est votre intuition. Elle vous dit, quand c'est oui, je te parlerai comme ça, je te le dirai comme ça. C'est-à-dire que très concrètement, vous pouvez vraiment, si vous revenez dans l'instant présent, voilà, vous refrottez vos mains, on est à nouveau ici, et bien si vous refaites cette expérience sur une décision à prendre, par exemple, vous pouvez tout à fait observer, vous frottez vos mains, vous essayez à nouveau, vous sentez ces sensations dans la main, et si vous retrouvez exactement ces sensations que vous venez de vivre, c'est un oui, c'est favorable, c'est oui, c'est ok. Évidemment, vous avez compris qu'on peut tout à fait, sur le même mode, trouver comment sont les sensations du non. Il suffit de convoquer un souvenir qui n'a pas été ok pour vous, sans chercher le pire, hein, ça ne sert à rien, mais juste pour avoir les bases du langage fait de sensations, la façon dont votre intuition se manifeste. Et peut-être que votre intuition va préférer vous parler avec des images, des rêves. Peut-être qu'elle va vous préférer parler par la petite voix. Peut-être que c'est ce qui vous arrive déjà régulièrement. Et donc l'idée, c'est vraiment de lui faire de plus en plus confiance, de créer un lien et même de jouer. Soyez des enfants à nouveau. Testez-le sur des petites choses qui n'ont aucun enjeu comme ça. Tous les signaux, toutes les barrières dues à la peur et à la prudence n'entrent pas en jeu. C'est simplement, voilà, pour faire connaissance. Mais c'est quelque chose qui est tout à fait à la portée de chacun. Trouvez votre moyen. Et vous serez à nouveau en lien avec une intelligence qui est tellement rapide, tellement précise et pertinente, qu'elle a fait dire à Henry Bernstein, ce dramaturge américain, l'intuition, c'est l'intelligence qui a commis un excès de vitesse. Merci Victoria. Bonjour, Jean-Luc. Est-ce que tu fais une différence entre l'instinct et l'intuition ? Bonjour Jean-Luc. Alors l'instinct, c'est l'intuition de nos arrière-grands-pères, parents. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une sorte... je vais m'appuyer sur le schéma que Gilles nous a montré avec les 3 endroits de notre cerveau. C'est le plus ancien, celui qui était en rouge là, sur la survie. En fait, ce sont des éléments de survie. On ne négocie pas quand c'est l'instinct, c'est vraiment direct, immédiat. Et c'est quelque chose qui est absolument toujours physique. Après, il y a une question de vocabulaire, il y en a je l'ai fait par instinct, alors qu'en fait c'était l'intuition. Mais quand on parle vraiment de l'instinct, il y a des mouvements comme ça, et c'est vraiment des mouvements, c'est vraiment le corps, et c'est quelque chose qui n'est absolument pas verbalisé, ça ne transite pas du tout par le cortex, c'est quelque chose qui est extrêmement direct, extrêmement rapide et qui a souvent pour vocation quelque chose en rapport avec la survie. Après, il y a vraiment ce qu'on peut appeler le flair, c'est peut-être ça dont tu veux parler, et le flair, c'est plutôt quelqu'un qui va être intuitif, et souvent les hommes vont avoir une intuition qui est directement reliée à leur action. C'est-à-dire qu'ils vont agir, ils vont faire des choses, ils vont faire des choix, et quand on leur demandait pourquoi, ils vont dire je ne sais pas, je l'ai fait comme ça d'instinct ou de flair, c'est une question de vocabulaire. Et là, en l'occurrence, on fait référence à autre chose, c'est vraiment comment nous vivons chacun différemment l'intuition. On parle souvent de l'intuition féminine, en fait, il y a une certaine différence entre le connectome masculin et féminin. Le connectome, c'est c'est l'ensemble de nos connexions neuronales. Et en effet, il y a une intuition qui est très reliée directement au mouvement. Et donc, on ne réfléchit pas, on ne sait même pas ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Et puis, il y en a une autre qui va passer plus par la verbalisation, la pensée, etc. Et là, du coup, on sait qu'on peut même le dire. Je le sens, mais on va dire... j'ai une intuition, parce que ça a eu le temps d'être conscient. Ça répond à ta question ? Bonjour, Yann, Bonjour. Club Paris-Champagne. Est-ce que
comme tu interviens en entreprise, tu pourrais nous donner 2-3 exemples, illustrations de comment amener dans un cadre collectif d'entreprise ces éléments d'intuition, parce que je ne m'imagine pas tellement en tant que patron faire des séances collectives avec les mains comme tu l'as fait avec nous. Et donc il y a certainement des moyens plus simples. Merci. Avec plaisir, Yann. Et en fait, la question que tu poses, elle m'amène directement à ce qui s'est passé hier soir, puisque j'ai retrouvé Alain Alaya, je ne sais pas si tu es là, Alain, qui est du groupe du club en fait de Toulouse, et qui a justement fait l'expérience. Enfin, il a fait le pari de m'inviter dans un CODIR, et nous sommes intervenus sur des éléments très concrets. C'est-à-dire qu'on est arrivé dans un moment un séminaire avec des objectifs jusqu'en 2020, donc sur ces 3 prochaines années. Et au départ, on est passé des tableaux Excel justement aux mains, enfin, c'est-à-dire aux mains qui se frottent et qu'est-ce que ça nous raconte. Et en l'occurrence, quand on explique les choses vraiment, c'est-à-dire qu'il faut comprendre, amener les choses, amener les équipes, amener le groupe qui était là, à comprendre ce qui se passe et pourquoi on l'utilise, et ensuite de voir comment nous fonctionnons différemment et d'utiliser ces moyens. Et au fur et à mesure de la journée, il s'est passé de telles découverte et de telles prises de conscience pour le groupe, c'est ce qu'il partageait avec moi hier, c'est que le lendemain, dans la semaine qui a suivi cette expérience, il était avec son directeur commercial et il parlait d'un enjeu important sur un de leurs plus gros clients. Et donc c'est interne ce qui se passe, mais ils réfléchissent, etc. Et visiblement, c'est important de communiquer avec ce client et de l'informer de quelque chose, de prendre aussi, il voulait leur poser un certain nombre de questions. Et donc la décision est très simple, du coup il prend son téléphone pour donc appeler le client, et il regarde son directeur commercial apparemment, et lui dit « je le sens pas ». Et Fabien, son directeur commercial, lui dit bah, « moi non plus ». Et donc ils en discutent, et ils ont cette possibilité de le dire parce qu'ils ont vécu cette expérience. Et donc il y a une confiance immédiate dans ce qu'ils viennent de se dire. Et même Alain va plus loin et dit « j'ai l'impression qu'il n'est pas disponible. Il vaut mieux attendre un petit peu, on va attendre. Qu'est-ce que tu en penses ?» Ouais, pareil. Et c'est ce qu'ils font. Et il se trouve qu'effectivement, ils ont appris que ce jour-là, le client en question avait eu des enjeux qui allaient changer tout, absolument tout pour eux, et qu'il était absolument préférable en effet d'attendre. C'est assez curieux, mais c'est comme ça. Voilà un exemple extrêmement concret parce que c'est dans leur quotidien. Après, il peut y avoir des choses plus simples et surtout plus discrètes, c'est-à-dire que quand, là tu fais référence à l'intuition collective, et c'est vraiment donc un enjeu possible et de plus en plus possible, ça s'ouvre vraiment, et les possibilités en ce qu'on appelle en intra, c'est-à-dire dans les équipes, sont magnifiques parce que c'est une manière de se connaître sur une ressource qui est naturelle. Ton réflexe en disant c'est pas très simple, c'est surtout que c'est pas très habituel, mais c'est vraiment une fois qu'on a apprivoisé que c'était naturel et que c'était ok, ça devient une ressource de plus et parmi les plus précieuses pour la performance collective. En fait, l'intuition, c'est d'une certaine manière l'âme de notre performance. Bonjour Florence, ici. Bon, c'est pas grave, en haut à droite. J'ai une question à te poser. Dont j'ai déjà la réponse, mais je voudrais avoir ton avis et ton expérience. Sommes-nous égaux, les hommes et les femmes, face à l'intuition ? J'aimerais bien savoir si la réponse que tu as déjà dans la tête est une croyance ou bien une intuition. Simplement peut-être un constat. Je vais dire qu'en fait nous sommes tous universellement égaux dans la possibilité de nous appuyer sur cette ressource. En revanche, et c'est ce que nous découvrons, et c'est au-delà du fait d'être des hommes et des femmes, c'est absolument incroyable de constater à quel point c'est différent. C'est-à-dire que quand on fait par exemple une rencontre APM et qu'on va tester ce qui se passe, l'exercice qu'on a fait sur le oui ou le non, il va y avoir toutes sortes, il y a des personnes qui vont avoir des picotements, d'autres qui vont avoir les mains qui bougent, d'autres qui vont dire « moi j'ai rien senti du tout », mais après quand on va faire l'exercice de la visualisation, ils vont avoir des tas d'images, etc. En fait, on est absolument tous uniques, et c'est valable aussi pour la façon dont on vit l'intuition. C'est vrai que pour les femmes, il y a quelque chose de simplement anthropologique. Dans l'histoire, ça fait 5 minutes qu'on est sorti de la... Enfin, ça fait très peu, 1 heure je crois, qu'on est sorti de la grotte quand on
reprend l'histoire humaine sur une journée, c'est très très peu. Et en fait, l'histoire des femmes, c'est simplement que c'est plutôt des êtres de liens qui conversaient, etc. Pour un homme, et on reprend un peu ce qu'on avait vu tout à l'heure, pour un homme, il y a simplement la nécessité de chasser et d'être attentif, et donc d'être silencieux, et d'être particulièrement attentif, au contraire, à tous les signaux, mais non verbaux, enfin, c'est-à-dire des signaux qui apparaissent, et de pouvoir bouger et se rapprocher éventuellement d'une proie ou éviter un prédateur, etc., de façon beaucoup plus tactique et beaucoup plus physique. Donc c'est simplement, disons, la très longue histoire, la très longue pratique lorsque nous avions vraiment des rôles très différents qui finalement prédisposent d'une certaine façon, mais il ne faut pas se limiter. Moi, ce que j'observe, c'est que simplement les hommes et les femmes sont tous de magnifiques intuitifs, et simplement nous sommes tous différents dans notre manière, exactement comme on a notre couleur d'yeux qui est à la fois différente. Il y a les yeux verts, les yeux marrons, les yeux bleus, mais quand j'ai dit ça, j'ai rien dit, parce qu'il y a des multitudes de regards et des multitudes d'éclats dans les yeux qui sont vraiment particuliers. Une dernière question, et on va malheureusement être obligé de terminer là-bas. Il y a un micro. Il y a un bras qui se lève résolument, en tout cas. Ouais. Alors, je ne sais pas si on est deux, parce que si vous regardez vers là-bas... D'accord. Bien. Moi, c'est... Peut-être quelqu'un avait un micro, et si vous voulez bien, vous pouvez venir voir ensuite Victoria après la rencontre. À gauche. Alors, moi je voudrais juste vous faire un témoignage qui m'est arrivé il y a une dizaine de jours. J'étais en vacances, j'étais en Cisjordanie, et on a décidé de visiter tout le pays du nord au sud. Et bien sûr, quand on était au nord, on s'est retrouvé entre Israël, la Syrie et la Cisjordanie. Et au moment où on s'approchait de l'endroit, dans la voiture, j'en ai encore des frissons. Moi je sentais quelque chose qui m'arrivait, et là, voilà, ça m'arrive à nouveau. Et j'ai regardé ma compagne en me disant, c'est moi qui vais pas bien. Je descends de voiture, je tremble un peu, elle aussi, on se regarde, on a besoin de se rassurer. Et je lui dis, tu ressens quelque chose? Elle me dit, oui, je suis pas rassuré. Et je demande au guide, et je lui dis, cette terre, il y a quelque chose qui s'est passé? Il me dit, oui, il y a eu énormément de morts ici, quoi. En plus, avec la tension qu'il y a actuellement dans cet endroit-là, et autant après, quand on est descendu, c'était complètement fini. Simplement, le fait d'y arriver, il y a notre corps qui s'est mis en ébullition. Voilà, c'était juste... Donc la dernière question, puis c'était un témoignage. C'est un grand plaisir d'entendre ça, parce que c'est le signal que ta compagne et toi, vous êtes à l'écoute de ces multitudes d'informations. Notre corps nous envoie constamment de l'information, et notamment sur l'histoire, notamment sur tout ce qui nous entoure, avec une précision absolument déconcertante. Et il se trouve que là, ce que je trouve de plus beau dans ton témoignage, c'est que tous les deux, vous ayez été suffisamment réceptifs et suffisamment à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous, alors que nous passons le plus clair de notre temps, et ce surtout dans notre culture, attentifs à ce qui se passe à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on est tout le temps figé sur nos 5 sens, et surtout quand on visite un pays. Et voilà, et les 5 sens, finalement, quand on a un 6e qui sait faire la synthèse pertinente de toutes ces informations en 1 seconde, et de pouvoir être attentif à l'intérieur, ben c'est magnifique. Si ton témoignage invite tout le monde à être un peu plus attentif à ce qui se passe au-dedans, en sachant que c'est vraiment avec du sens que ça s'exprime, alors c'est merveilleux, merci beaucoup. Juste une question, on a évoqué ce matin de différentes façons d'essayer de comprendre, d'analyser les comportements humains. Il y a un mot qui n'a pas du tout été évoqué ce matin, on a beaucoup parlé d'intuition, on ne parle pas du désir. Et je trouve que j'aimerais avoir ton avis. Est-ce que c'est l'intuition qui précède le désir qui crée l'intuition? Ah Est-ce que c'est le désir qui crée l'intuition, ou l'intuition qui crée du désir? C'est intéressant, parce que c'est une question quasiment spirituelle, si je peux me permettre. C'est intentionnel, n'est-ce pas? Non, mais en fait, voilà, tu ne savais pas que tu savais, mais... C'est très terrestre. Eh bien, ça n'en a pas l'air. Mais enfin, ceci dit, comment te dire, il y a un lien très fort entre le désir et l'intuition. C'est vrai que
on peut avoir, par exemple, l'intuition de ce qui va... Notre désir, le désir, c'est la force motrice de l'homme. C'est ce que nous dit Aristote. Donc évidemment, ce qui nous met en mouvement, à un moment donné, prend sa source quelque part. Et c'est vrai, ça prend sa source quelque part. Et évidemment, ça prend sa source, peut-être, en effet, et c'est peut-être ton expérience, en tout cas, c'est aussi la mienne, c'est de dire, et si ? Et si ? Ta-da-da, ta-da-da. Alors, et si ? Et si j'écrivais un roman ? Et si, voilà, et si je me lançais dans cette aventure ? Et si j'allais en Israël ? Et si, voilà, et si ? Effectivement, à l'origine de tous les désirs, il y a cette étincelle, ce et si. Et en effet, pour moi, ça coule de source exactement comme l'intuition. Mais c'est-à-dire, c'est comme si c'est le noyau du fruit, c'est vraiment la source de toi-même qui, en effet, à un moment donné, te rappelle quel est ton désir. Tu vois, te rappelle ce que tu veux vraiment. D'ailleurs, c'est Steve Jobs qui nous l'a dit dans un discours qu'il a prononcé pour des étudiants. Écoute ton cœur, car lui seul sait vraiment ce que tu veux. C'est vraiment, écoute ton cœur, laisse de côté les opinions, justement. Écoute ton cœur, lui seul sait vraiment ce qu'il veut, ce que tu veux. Donc il y a cette notion-là. La deuxième façon de te répondre, c'est que quand tu as un désir, et que tu es resté, tu vois, réceptif à ce désir, et que ça devient, tu vois, tu l'intègres finalement, et ce désir, et ça devient une intention. Et quand ça devient une intention, alors, du coup, c'est comme si tu acceptes de jouer avec la vie. Tu laisses la vie t'arriver, et tu joues avec la vie en disant « Ok, j'ai vraiment envie de ça ». Et à partir de ce moment-là, tu envoies dans le champ, comme l'expliquait très bien Gilles tout à l'heure, tu envoies dans le champ la possibilité d'être attentif à tout ce qui va te conduire de façon très directe, et parfois par des voies très inattendues, à ce que tu souhaites. Pourvu que tu ne te laisses pas encombrer par tes opinions, tes croyances, tes peurs, qui sont parfois des freins à aller vers ce que l'on souhaite. Merci Victoria, je pense qu'on peut l'applaudir pour cette très très belle intervention.